Alors bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois que vous êtes déjà nombreux pour ce soir. Bienvenue à ce webinaire. Donc ce soir, on parlera des oméga 3 et du postpartum. Alors pour celles et ceux qui nous suivent depuis un petit moment, c'est notre troisième épisode avec Opia. Donc on avait déjà parlé de l'importance des oméga 3 dans le cadre de la fertilité et du développement embryonnaire. Donc là, si jamais vous ne l'aviez pas vu, on a les replays qui sont encore disponibles sur notre page Norsan France sur YouTube. Et puis de toute façon, on vous les renverra. Mais voilà, n'hésitez pas. Et donc ce soir, on va se concentrer sur la dernière étape, qui est le postpartum. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et que je laisse Gwenaëlle se présenter aussi, je vais vous parler rapidement de Norsan. Donc ce soir, c'est moi qui ferai l'animation, ma collègue Morgane Huel qui fera le chat. Donc là, si vous avez déjà des questions, elle pourra commencer à y répondre dans le chat. Et si vous avez des soucis techniques, elle pourra essayer de vous aider. Et sinon, pour répondre à la question qui est la plus fréquemment posée, donc je le disais déjà, oui, il y aura un replay qu'on vous enverra dans les jours qui suivent et de toute façon qui est disponible sur notre page YouTube. Et sinon, il y aura un temps de questions-réponses aussi en fin de webinaire. Alors pour vous présenter ou pour vous représenter Norsan, donc on est un laboratoire d'origine norvégienne, donc les produits sont de Norvège et le fondateur est norvégien, mais notre siège est basé en Allemagne. Et donc nous, on est présent pour la partie France, Belgique, Luxembourg, parce qu'on s'est développé dans quelques pays européens. Et donc on est spécialisé dans les oméga 3, donc qui sont 100% naturels et hautement dosés en EPA et en DHA. Et vraiment, l'objectif de Norsan, c'est de parler et d'informer sur l'importance des oméga 3 et surtout du rapport oméga 6, oméga 3 pour une bonne santé. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et de proposer des produits oméga 3 de la plus haute qualité possible. Donc voilà, je te laisse enfin Gwenaëlle commencer et puis bienvenue au fur et à mesure à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Gwenaëlle. Je suis fondatrice avec deux de mes amis de Opia Institut, avec Raphaël Hautement et Amélie Decou. On a monté Opia pour former à la base les ostéopathes en périnatalité, donc où on a mélangé ostéopathie, yoga et alimentation. Et puis, au fur et à mesure, avec l'alimentation, on s'est penché fortement sur les oméga 3 et en formation, on conseille énormément, énormément les oméga 3. Donc, comme Magali le disait, on a déjà fait des webinaires ensemble sur l'importance lors de la fertilité et lors du développement embryonnaire. Et là, je vais vous parler du système hormonal et du postpartum, du coup, en fonction des oméga 3. C'est bon pour toi, Magali? C'est bon pour moi, tu peux, On tu peut peux y y aller? aller. Ok. Alors, donc ça, Magali, elle vous en a parlé. Exactement. Donc, le postpartum et les oméga 3. Déjà, la définition du postpartum, c'est le temps, c'est la période entre l'accouchement et le retour de couche. Le retour de couche, c'est le retour des règles. S'il y a un allaitement, le retour de couche, il se fera en fonction de la fréquence de l'allaitement. Généralement, si plus on va diminuer les fréquences d'allaitement, plus le retour de couche est en capacité de revenir. Parce qu'on va voir, il y a notamment la prolactine, qui est l'hormone qui va permettre de fabriquer du lait, qui va être en opposition, qui est un antagoniste de la progestérone. Et donc, du coup, ça va empêcher l'équilibre œstrogène-progestérone de se remettre en route. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on allait, on est protégé, entre guillemets, du retour de couche et donc d'une grossesse. Ça, c'est valable que si la fréquence des tétés, elle est très rapprochée. Il faut entre 8 et 10 tétés par 24 heures pour que la prolactine fasse son travail de contraceptif, on va dire. Sachant que c'est pas toujours un moyen contraceptif très, très efficace. Si par exemple le bébé fait ses nuits, ce ne sera pas du tout une contraception à recommander parce qu'en fait, le pic de prolactine ayant lieu la nuit entre 1 heure et 3 heures du matin, si le bébé ne tète pas à ce moment-là, il va y avoir justement une diminution de cette prolactinémie et donc du coup une augmentation du système œstrogène-progestérone. Donc à ce moment-là, vous allez avoir
une ovulation possible. Sans allaitement, le retour de couche se fait entre 6 et 12 semaines. Ça dépend des patientes, ça dépend du système hormonal et ça dépend de la qualité de ce qui va être mangé. En fait, on va le voir en fonction de l'alimentation et de la nutrition, notamment des acides gras. Il va y avoir une possibilité de refabriquer correctement des hormones ou de les fabriquer avec un petit peu de difficulté. En gros, le postpartum, c'est le moment du retour à la physiologie hormonale. Donc, un postpartum classique, il peut durer entre 6 semaines et si on allait très très longtemps, et ben, jusqu'à ce que les règles réapparaissent tranquillement. Pour les hormones, il y a plusieurs types d'hormones. On va avoir les hormones stéroïdiennes, les hormones peptidiques et les hormones à acide aminé. Donc, il faut savoir que les hormones stéroïdiennes, comme le cortisol, les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, sont des hormones qui sont liposolubles. Ça veut dire qu'elles vont se lier avec du gras et elles vont avoir besoin de transporteurs pour aller justement faire leur travail d'hormone. En gros, une hormone, c'est quoi? Ça va être un message chimique qui va être transporté qui va être transporté par le sang et qui va avoir des sensibilités plutôt avec le système d'acide gras ou plutôt avec le système hydrique. Les hormones stéroïdiennes, elles vont être fabriquées à partir du cholestérol. Donc ça, on le voit juste après. Les hormones peptidiques, comme l'insuline, le glucagon, la CTH, la GnRH, la CRH, LH, FSH, qui sont des hormones qui vont permettre le retour des oestrogènes et de la progestérone. L'ocytocine, l'ocytocine, c'est donc l'hormone qui va permettre l'éjection du lait. Et la prolactine, c'est l'hormone qui va permettre la production de lait. Ces hormones-là, peptidiques, sont des hormones hydrosolubles. Un peptide, c'est un assemblement de... C'est comme une toute petite protéine. Donc, une hormone peptidique, elle est fabriquée à partir d'un système protéique, à partir des acides aminés. En gros, un peptide, c'est plein de petits acides aminés. Pour fabriquer une protéine, il faut beaucoup d'acides aminés et pour fabriquer un peptide, il en faut un peu moins. Et après, vous avez les hormones faites à base d'acides aminés et notamment l'adrénaline ou les hormones thyroïdiennes. Et vous n'êtes pas sans savoir que la thyroïde, c'est un grand messager hormonal. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez comparer la thyroïde au système chronopost. C'est elle qui va faire le lien entre le message chimique cérébral de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc, ça passe par la thyroïde et ça fait un relais hormonal pour envoyer les informations au foie, aux ovaires, à l'utérus, etc. Et ces hormones, comme adrénaline et hormones thyroïdiennes, donc TSH, T3, T4, sont fabriquées à partir notamment de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé qu'on trouve notamment dans les protéines animales. Donc, et les hormones fabriquées à base d'acides aminés, elles sont sensibles, soit elles sont soit elles sont liposolubles. Les hormones qui vont être hydrosolubles, donc les hormones peptidiques ou les hormones faites à base d'acides aminés, donc en gros les hormones qui vont être fabriquées à base de protéines, on va pour simplifier, elles vont avoir des récepteurs membranaires qui vont activer les messages chimiques. Donc en gros, vous avez une cellule, vous imaginez la cellule, et vous avez sur la membrane un récepteur hormonal. Mais pour ça, il faut que la membrane soit fluide. Parce que si la membrane, elle est rigide, alors le récepteur, il va être moins mobile. Et du coup, comme il est moins mobile, il va moins bien pouvoir capter le message chimique hydrosoluble. Et les hormones qui vont être stéroïdiennes, donc les hormones qui vont être liposolubles, elles vont avoir besoin d'un transporteur. Un transporteur qui va les amener de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule. Donc, il va falloir traverser cette membrane cellulaire. Une membrane cellulaire, c'est fait de gras. La membrane cellulaire, c'est une bicouche lipidique. Elle est faite majoritairement d'acides gras et un petit peu de protéines, en gros, si je simplifie quand même fortement, pour accrocher en fait certains éléments. Il va y avoir besoin de protéines pour ancrer les éléments et il va y avoir besoin d'acides gras pour donner de la fluidité à la membrane. Si la membrane, elle est trop rigide parce qu'elle est trop saturée en acides gras saturés ou trans, la membrane, faut l'imaginer comme un mur.
Si jamais la membrane, elle est souple et elle a plein de points d'accroche, alors les hormones liposolubles vont pouvoir passer cette membrane beaucoup plus facilement que si c'était une membrane trop rigide. Vous imaginez, si vous passez une grille, soit vous passez une grille en fer et il va falloir beaucoup de force et beaucoup de matériaux pour essayer de la traverser et de la couper pour pouvoir passer de l'autre côté, ou vous imaginez un rideau de franges, par exemple, comme il y a quand on veut empêcher les insectes de passer ou les choses comme ça. Et ben ça, une membrane, un rideau de franges, en gros, c'est une membrane qui va être riche en oméga 3 et qui va pouvoir laisser passer en intra et en extracellulaire. Donc, il y a beaucoup plus d'échanges et du coup, le système hormonal va être beaucoup plus fluide. Si c'est un système qui est trop rigide, le système hormonal va avoir du mal à passer et à rentrer dans la cellule. Donc, le message chimique va être difficile à transmettre. Et à ce moment-là, ça va limiter les messages. Et donc, parfois, il y a des systèmes de messagers chimiques qui vont être perdus. Donc, l'idée, c'est d'assouplir ces membranes. Et comme je vous le disais, les hormones stéroïdiennes, elles vont être fabriquées à partir du gras, à partir du cholestérol. Du coup, il faut vraiment avoir du gras de qualité pour redonner une physiologie hormonale après un accouchement. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Les hormones stéroïdiennes, elles ont une diffusion passive à travers la membrane. Passive parce qu'en fait, elles sont forcément accrochées à un récepteur. C'est pas, enfin, avec un petit élément qui va les faire passer la membrane. C'est pas elles qui vont forcer la membrane. Donc, si elles n'ont pas de système d'accroche ou si la membrane est trop rigide, ça pourra pas fonctionner. Et c'est là l'importance d'avoir un système de nutrition qui va être assez équilibré entre rapport d'acide gras et rapport protéique pour fabriquer suffisamment d'hormones stéroïdiennes et d'hormones peptidiques et d'hormones d'acides aminés pour avoir les hormones thyroïdiennes et aussi suffisamment de systèmes protéiques pour fabriquer les hormones peptidiques et acides aminés, mais aussi pour faire passer le liquide dans la membrane cellulaire, ce qui permet le passage du liquide intra- et extracellulaire. Donc, ce petit vase communicant, cette petite écluse, ce sont les protéines. Donc, si il manque de protéines dans l'alimentation, il y aura des difficultés hormonales. Et c'est important vraiment en postpartum, notamment quand il y a eu une grosse montée hormonale pendant la grossesse, puis une déferlante hormonale lors de l'accouchement, de rééquilibrer son alimentation pour avoir vraiment cet apport protéique et lipidique pour redonner de la fluidité membranaire, pour redonner une synthèse hormonale de qualité. Les hormones peptidiques, elles vont avoir besoin d'un récepteur couplé à autre chose. Ça veut dire que, par exemple, les récepteurs du GABA et du glutamate vont être couplés à des canaux ioniques. Les récepteurs de l'insuline vont être couplés à un système enzymatique. Les récepteurs de la TSH, donc les hormones de la thyroïde, qui vont servir pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, elles vont être couplées à des protéines. Donc l'idée, en postpartum, c'est vraiment de rattraper une alimentation très équilibrée pour que le système hormonal qui a eu un gros travail pendant la grossesse puisse se refaire tout doucement et de façon qualitative. Juste après un accouchement, vous voyez sur ce petit schéma, donc en fait, durant la grossesse, il y a une montée en puissance du système hormonal, donc progestérone, oestrogène et la prolactine. Tout ça, du coup, ça va demander au corps beaucoup de gras. Donc, en fait, il faut beaucoup d'acides gras et notamment d'oméga 3 pour, euh, pour tenir en gros toute la grossesse, la montée hormonale. Et en fait, quand il y a accouchement, soit il y a allaitement et la prolactine va rester sur un statut assez haut, soit il n'y a pas d'allaitement et à ce moment-là, la prolactine chute. Mais du coup, ça, c'est la grosse chute hormonale. Là, c'est le baby blues qui se passe de façon totalement physiologique. Et normalement, un baby blues, ça doit durer, allez, 3 4 jours grand max, qui n'est souvent pas du tout le cas. Il y a une étude qui a été faite par des sages-femmes pendant 10 ans. Ça montre que si les femmes enceintes sont supplémentées en oméga 3 tout au long de la grossesse, alors il y a 0% de dépression du postpartum. Donc, il y a un baby blues physiologique pendant quelques jours et après,
elles remontent leur système hormonal très facilement, entre guillemets, entre un allaitement, pas d'allaitement, la fatigue, etc., etc. Ça, c'est, ça, c'est le deuxième plan du postpartum. Mais donc voilà, donc l'idée c'est que si on a une nutrition et un apport lipidique et protéique de qualité tout au long de la grossesse, en fait le postpartum sera préparé et donc ça se passera beaucoup mieux parce que le corps aura été habitué à fabriquer des hormones de qualité et donc avec un cholestérol non oxydé, avec un cholestérol qui va permettre de fabriquer d'autres hormones. Et à ce moment-là, ça va permettre donc d'avoir un postpartum beaucoup plus doux dans le ressenti. L'hypophyse qui va être l'organe en fait dans le cerveau, c'est une petite glande qui va grandir pendant la grossesse pour justement pouvoir avoir une capacité de production hormonale un petit peu plus élevée. Donc l'hypophyse, ça fait 7-8 mm et ça grandit jusqu'à 10 mm. Alors on se dit que c'est pas non plus énorme, mais en vrai, quand ça fait que 7 mm dans le cerveau, on se dit que, enfin, faut pas que ça prenne trop de place. Donc quand ça grandit comme ça va avoir une augmentation très forte au niveau du système hormonal. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut apporter en amont du postpartum, mais pendant le postpartum, vraiment juste autour de l'accouchement et juste après, parce que il va falloir apporter des oméga 3 pour augmenter la possibilité de production hormonale. Parce que l'hypophyse, comme il grandit, il va augmenter sa production hormonale. Et comme il augmente sa production hormonale, il augmente en gros sa matière première, son besoin de matière première. Et la matière première des hormones stéroïdiennes, ça va vraiment être le gras. Donc, il faut apporter énormément, énormément d'acides gras de qualité parce qu'évidemment, nous n'avons pas le même système hormonal si nous consommons des sardines ou des cordons bleus. C'est pas tout à fait le même rendu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la qualité lipidique pour fabriquer un système hormonal de qualité et du coup d'avoir un état émotionnel plus simple en postpartum parce que chaque femme le sait, le système hormonal a un fort impact sur le psychique. Donc, quand le système hormonal va bien, quand on est tranquille, que l'ovulation se passe bien, que les règles sont pas trop douloureuses, souvent on est plus détendu que quand l'ovulation elle est extrêmement douloureuse, qu'on est plié en deux, enfin qu'on est d'une humeur atroce pendant les 10 jours avant les règles et qu'on est plié en deux pendant les règles. Souvent on est de moins bonne humeur, quoi. Donc, plus on va avoir d'apport lipidique qualitatif, plus le système hormonal sera qualitatif et plus douce sera la transition dans les phases hormonales. Avec allaitement, vous allez avoir des pics de prolactine et d'ocytocine. Donc, la prolactine, c'est vraiment l'hormone qui va fabriquer, qui va permettre la fabrication du lait. Et l'ocytocine, c'est ce qui va permettre l'éjection du lait. La prolactine, c'est ce que je vous disais, elle va bloquer la GnRH, la FS, et donc la GnRH, c'est ce qui est fabriqué par l'hypothalamus, qui va donner une information à l'hypophyse, qui va fabriquer elle-même FSH et LH, et FSH et LH, c'est ce qui va permettre de fabriquer des œstrogènes et de libérer les œstrogènes pour redonner le système d'ovulation classique qu'on a avant la grossesse. Attention au stress, parce que la prolactine, elle va être inhibée par l'acétylcholine, les glucocorticoïdes, la dopamine et la gonadotrophine. Les glucocorticoïdes, ça va être notamment ce qui va être libéré quand on est très stressé. C'est l'hormone qui va être libérée au niveau des surrénales et c'est en gros l'hormone anti-stress du corps. C'est ce qui va permettre de fabriquer aussi le cortisol. Donc, en fait, le cortisol, c'est vraiment l'hormone anti-inflammatoire du corps et c'est ce qu'on dose quand il y a un burn-out. Donc, en fait, si on est très stressé dans son postpartum, il va y avoir une inhibition de la prolactine, donc une remontée de la GnRH, de la LH et de la FSH, une relance du système œstrogène-progestérone et du coup une diminution de la production du lait. Donc, l'idée, c'est que plus on peut être détendu dans son postpartum, mieux c'est. Et dans les autres, notamment en fertilité, on avait parlé du microbiote et tout ça, et du système intestinal et de la porosité intestinale.
Un postpartum, ça se prépare. C'est comme une grossesse, c'est comme en fertilité. En fait, tout ça, ça se prépare. C'est comme si vous alliez courir un marathon sans jamais avoir couru de votre vie. Ben, c'est vachement moins facile que si vous courez 40 km par semaine pendant 6 mois avant d'aller faire l'épreuve. L'idée, c'est vraiment de préparer en amont le postpartum pour avoir quelque chose de plus doux parce que le postpartum, surtout quand c'est un premier et qu'on vit en Occident, eh ben, c'est pas facile parce que bah, c'est la première fois qu'on accouche, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est la première fois qu'on a un bébé dans les bras, un bébé qui nous appartient a priori. Donc l'idée c'est que est-ce qu'on allait, est-ce qu'on n'allait pas, est-ce que si on donne des biberons, quel type de biberon, quel type de lait, est-ce que la chambre elle est finie d'être peinte, est-ce que la gigoteuse elle est à la bonne taille, est-ce que belle maman ne donne pas trop de conseils qu'elle-même a appliqués à son enfant qui a priori n'est pas ce que vous aviez envie, est-ce que l'intégralité de toute la communauté scientifique a un discours sensé et semblable, quel que soit le thérapeute. Non, en fait, le postpartum, c'est réellement hyper stressant parce que chacun y va de sa petite histoire personnelle à vous donner son vécu, son ressenti vis-à-vis de son prisme de vie et qui n'est pas du tout le vôtre. Et du coup, il faut gérer un nouvel équilibre à deux avec un bébé, un nouvel équilibre à trois ou à plus avec le coparent, un nouvel équilibre dans la maison, un système hormonal qui fait que des montagnes russes à l'intérieur de votre corps. Donc l'idée, ça va être de vraiment essayer de calmer le jeu pour diminuer le stress. Et diminuer le stress, ça passe par avoir une alimentation anti-inflammatoire. Et les oméga 3, un de leurs principaux rôles, c'est d'être anti-inflammatoire. Parce que les oméga 3, ça va donner de l'EPA et du DHA. Et le DHA, notamment, ça va permettre de fabriquer des résolvines. Et les résolvines, ça va résoudre l'inflammation. Donc, en fait, quand vous consommez des oméga 3, vous résolvez l'inflammation de votre corps. Si vous diminuez l'inflammation de votre corps, vous augmentez la production hormonale de qualité non oxydée. Et donc, à ce moment-là, ça permet d'avoir de la prolactine qui va être en quantité si vous souhaitez allaiter, et du coup, de garder cette lactation et de diminuer le stress à l'intérieur de votre corps. Pareil, la dopamine, qui va être une hormone qui va permettre de se doper en gros pour la journée, et qui est l'hormone du plaisir instantané, ça va être l'hormone de l'addiction. Donc en fait, ça va être un antagoniste, ça va inhiber complètement la production de prolactine. Donc quand, euh, quand il y a trop de dopamine, ça va vraiment faire diminuer le lait. Alors qu'au contraire, quand il y a un, une plénitude, on va dire, dans le système, ça va stimuler la prolactine. Les hormones qui vont stimuler la prolactine, notamment, ça va être la sérotonine et l'ocytocine. Donc, l'idée, c'est que ces hormones-là vont être plutôt favorisées lorsqu'on consomme des glucides, mais pas des glucides genre Kinder Bueno, des glucides, genre des céréales complètes, des fruits, des choses comme ça, pour que le corps en fait puisse fabriquer pareil des hormones de qualité, donc de la sérotonine et de l'ocytocine de qualité. Plus on est en contact avec son bébé, plus on regarde son bébé, plus on va favoriser l'ocytocine. L'ocytocine étant l'hormone qui permet l'éjection du lait, mais qui est aussi l'hormone du bien-être absolu, du bonheur, des câlins, des orgasmes, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment une hormone qui va aider le corps à stimuler la prolactine. Donc, plus vous allez avoir d'ocytocine dans le corps, plus la lactation sera possible et surtout plus vous serez détendu. Parce que si vous n'allaitez pas, il y a quand même besoin d'ocytocine, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un système hormonal équilibré et un environnement qui permet de se détendre le plus possible. Donc, si on est plus détendu quand on est seul chez soi, tranquille, à juste avoir, je sais pas, sa copine, sa mère ou n'importe qui avec nous dans la journée, eh ben, faites-le. Si vous êtes plus détendu
à avoir tous les gens qui passent toute la journée. En fait, c'est peu importe. Mais l'idée, c'est que il faut favoriser ce système-là pour que favoriser la lactation et favoriser la détente dans l'organisme, sachant que c'est un système hormonal qui va être stéroïdien et donc un système hormonal qui va être fait à base de gras. S'il manque du gras, si par exemple vous avez fait un régime qui supprime tout le gras en postpartum immédiat parce que il y avait un désir de perte de poids immédiate, vous supprimez la possibilité de faire des hormones stéroïdiennes de qualité. Donc, œstrogène, progestérone, ocytocine, testostérone, etc. OK? Ça, c'est un petit schéma pour vous montrer justement donc l'hypothalamus qui va fabriquer dopamine et TRH, donc qui envoie le système à l'hypophyse et l'hypophyse va donner de la prolactine. La prolactine bloque la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus et donc il y a moins ou pas du tout de FSH et de LH. Donc, on bloque en fait la possibilité de gamétogénèse. Et la prolactine, elle, elle va fabriquer du lait. Voilà. Et donc, elle, la prolactine, touc, elle a un rétrocontrôle sur l'hypothalamus pour bloquer justement cette GnRH. Sans allaitement, il va y avoir une disparition de la prolactine dans les 10 à 12 jours qui suivent l'accouchement. Donc la FSH va remonter doucement, la FSH, elle, elle va remonter tranquillement. Et puis ensuite, vous aurez du coup la LH pareil, qui va suivre tout doucement sa courbe. Ça, ici, c'est un système physiologique. Ça, c'est ce que vous avez en fait une fois que vous avez retrouvé le système physiologique. Donc, la FSH, elle remonte à un taux initial au bout de 3 semaines. On peut avoir une ovulation entre le 25e et le 45e jour. Ça dépend des femmes. Et donc, en fait, les œstrogènes vont remonter doucement. Il y aura un pic de LH, une ovulation et ensuite la progestérone qui va monter. S'il n'y a pas de fécondation, la progestérone redescend et donc on arrive au moment des règles. Là, je vais vous faire un petit focus sur les hormones qui vont être intéressantes pour vraiment comprendre à quel point c'est important d'avoir en gros des acides gras de qualité pour refabriquer ces systèmes-là. Donc, les oestrogènes, c'est des hormones qui vont être fabriquées dans les ovaires et dans le corps jaune. Le corps jaune, c'est le petit résidu qui est là une fois que l'ovocyte est sorti de l'ovaire. Le corps jaune, il va sécréter aussi de la progestérone. Donc, les oestrogènes, c'est synthétisé à partir du cholestérol pendant la phase folliculaire. Donc, la phase folliculaire, c'est celle-là. Ça va être la phase qui va monter le système vers l'expulsion du follicule. On dit à J14, mais c'est plus ou moins selon nos cycles. Et donc, ça va être fabriqué donc, à partir du cholestérol par les cellules de la granulosa et de la thèque interne de l'ovaire. Donc, ça, c'est des parties anatomiques de l'ovaire. Et les oestrogènes, en fait, il va y avoir la forme active des oestrogènes qui s'appelle l'œstradiol. Il y a trois types d'hormones œstrogéniques, c'est l'œstradiol, l'œstrone et l'œstriol. En gros, l'œstrone, il va être fabriqué plutôt pendant la grossesse. L'œstradiol, c'est la forme active des oestrogènes qu'on a tout le temps, en fait. Et l'œstriol, c'est plutôt au niveau de la ménopause. Les oestrogènes, ils vont activer la lipogénèse. Donc, en gros, les oestrogènes, il y a deux formes de détoxification. Soit on les élimine par le foie, soit on les élimine par les cellules graisseuses. Donc, les oestrogènes, eux, ils vont favoriser la fabrication de cellules de gras pour pouvoir se stocker, en fait. Et l'un des avantages des oméga 3, c'est que ça favorise la lipolyse. Donc, plus vous allez prendre d'oméga 3, plus vous allez favoriser en gros l'élimination des cellules graisseuses et donc l'élimination des oestrogènes dans l'organisme. Parce que trop d'oestrogènes dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle une imprégnation œstrogénique et donc ça va développer des syndromes prémenstruels notamment. Donc l'idée, c'est pas après une grossesse
après un baby blues et en pleine dépression du postpartum, de se rajouter un petit syndrome des prémenstruels. C'est l'avantage de consommer des oméga 3 tout le long de la grossesse et en postpartum, c'est de diminuer le risque de dépression du postpartum et de favoriser la perte des cellules graisseuses. Donc l'estradiol, ça va avoir aussi un effet antioxydant et ça va stimuler la croissance nerveuse. Donc, c'est très intéressant d'avoir des oestrogènes de qualité pendant la grossesse, mais c'est aussi intéressant pour nous, en fait, en postpartum, parce qu'il va falloir refabriquer des cellules tout le long du postpartum. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est important d'avoir une stimulation neuro pour que les messages électriques puissent être amenés jusqu'au système en gros, de refabrication cellulaire. Ça va activer donc la production des cellules de la granulosa, les cellules de la granulosa étant une partie de l'ovaire qui elle-même fabrique les oestrogènes. Donc en gros, les oestrogènes vont s'auto-stimuler, vont auto-stimuler leur lieu de production. Ils vont être fabriqués par la granulosa qui va elle-même être favorisée par les oestrogènes. D'où l'importance d'avoir des oestrogènes de qualité. Ça permet la maturation cytoplasmique de l'ovocyte. Donc, ça permet par exemple en postpartum de retrouver des premiers follicules de retour de couche et dans les premiers cycles de qualité. Donc, en fait, si on a des oestrogènes de qualité tout le long de la grossesse, à l'accouchement et en postpartum immédiat, pour les patientes qui souhaitent enchaîner par exemple les grossesses, ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a des ovocytes tout de suite qualitatifs. Donc ça permet vraiment de retrouver une qualité ovocytaire précoce, on va dire. Et ça permet le développement des caractères sexuels féminins primaires et secondaires. S'il y a un déficit d'œstrogène, bah, c'est comme les symptômes qu'on trouve à la ménopause, ça va être des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, un assèchement des muqueuses, de l'anxiété, de la dépression, une baisse de la libido, une baisse du tonus musculaire. Il y a des infarctus qui sont liés à la baisse oestrogénique. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que c'est important, vraiment. J'insiste sur le fait de prendre des oméga 3, mais c'est pas que parce que c'est en lien avec ce webinaire, c'est vraiment parce que le système hormonal stéroïdien peut avoir de grosses conséquences, pas que sur la fertilité et pas que sur tout ce qui concerne la périnatalité. Ça peut vraiment avoir un impact sur la vie en général dans nos organismes. Perte de densité osseuse et perte de mémoire. Quand il y a une baisse des oestrogènes, il va y avoir aussi une augmentation des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ces petits éléments chimiques qui vont aller générer de l'oxydation et de l'acidification des tissus. S'il y a une acidification des tissus, il va y avoir une oxydation du LDL, qui est le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol, ça va générer en fait des plaques d'athérome qui, elles, peuvent générer des infarctus, des AVC. Mais c'est surtout qu'une oxydation du LDL ou une oxydation du cholestérol tout court, ça va générer une fabrication des hormones stéroïdiennes de mauvaise qualité et du coup des ovocytes de mauvaise qualité. Et ça va obliger le système à ramer un peu au niveau stéroïdien. Donc, en fait, il y aura un impact sur les autres systèmes hormonaux, les systèmes hormonopeptidiques et les systèmes hormonaux d'acide aminé. Attention, s'il y a un excès d'œstrogène, pour le coup, ça, s'il y a un excès d'œstrogène, il faut aller regarder plutôt l'intestin et plutôt le microbiote. Euh, il y aura un ralentissement du métabolisme et une diminution du transport de testostérone. Ils ont la même protéine de transport. Et donc, on va avoir toutes les formes de symptômes qu'on peut retrouver dans le syndrome prémenstruel. Donc, douleur dans les seins, prise de poids, des fibromes, de la fatigue, des maux de tête. Les oestrogènes en excès, ça peut aussi venir d'une oxydation. Donc, ça peut être, on peut avoir une baisse des oestrogènes par manque, on va dire, de gras, une oxydation du cholestérol qui va faire des mauvais oestrogènes, en gros, si je simplifie. Et du coup, à ce moment-là, le corps va, en gros, faire un rétropédalage, il va rebooster le système œstrogénique, sauf qu'il y aura eu une diminution de la protéine de transport et du coup, les oestrogènes seront libres. Et s'ils sont libres, ils sont avec un pouvoir œstrogénique très fort. Donc, l'idée en postpartum, ça va être d'avoir
un système d'apport protéique intéressant pour les hormones peptidiques et acides aminés, un système d'apport lipidique pour les hormones stéroïdiennes, un système hydrique pour le transport des micronutriments et travailler sur toute l'alimentation anti-inflammatoire pour justement éviter ces up and down de systèmes hormonaux. La progestérone, elle va être synthétisée aussi à partir du cholestérol, donc importance majeure de la qualité des acides gras dans toutes les étapes de la vie d'une femme. C'est pas que en postpartum, c'est majoritaire en postpartum parce que souvenez-vous, à l'accouchement, il y a une grosse chute du système œstrogénique progestérone. Donc en fait, il va falloir le refabriquer tout doucement, tranquillement, mais c'est vraiment tout au long de la vie d'une femme. La progestérone, elle va être fabriquée par le corps jaune, le placenta et les surrénales. Donc, c'est important, les surrénales, souvenez-vous, c'est elles qui vont fabriquer notamment les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes, c'est ce système hormonal qui va avoir un impact sur la production de prolactine et donc la production du lait. Donc, si la progestérone est bien fabriquée, en gros, et que le corps est libre, et notamment qu'il y a eu des mouvements, une remise en mouvement en postpartum, euh, pour libérer un peu justement cette mobilité des surrénales, alors il y aura une meilleure production de la progestérone. Ça va favoriser la nidation de l'œuf fécondé, ça maintient la muqueuse épaisse et en dentelle, donc c'est une structure qui va être très... La muqueuse en dentelle, c'est vraiment une structure qui est très vascularisée. Pour que ce soit vascularisé, il va falloir avoir une fluidité membranaire. Pour fabriquer en gros cette dentelle, il faut fabriquer des cellules. Pour fabriquer des cellules, il faut avoir une bicouche lipidique qui soit souple et mobile. Ça va stimuler les effets des oestrogènes et ça inhibe les contractions de l'utérus. Donc, c'est important d'avoir un système de progestérone qui va être de qualité parce que la progestérone et les oestrogènes, en fait, ils sont en lien permanent. Donc, quand vous avez des oestrogènes qui vont être de qualité et une progestérone de qualité, le retour de couche va être facilité. La progestérone, ça va diminuer la libido. Euh, il faut savoir que physiologiquement, la libido, elle est là pour fabriquer des bébés. Donc, quand on est enceinte et qu'on a une montée de progestérone, c'est normal de pas toujours avoir une libido exacerbée. Et c'est normal en postpartum de pas avoir du tout envie de rapport sexuel. C'est parce que comme la progestérone est très basse, la libido est très basse aussi. C'est fait exprès. Le cerveau, en fait, il est fait pour la survie de l'espèce. Donc, la survie de l'espèce passe par la survie du petit être qu'on vient de mettre au monde. Donc, l'idée, c'est de bien s'occuper du petit être avant d'en refabriquer un autre. Donc, le corps est bien fait. Donc, pas de panique. S'il n'y a pas une libido incroyable 2 semaines après avoir accouché, c'est tout à fait normal. L'idée, c'est que voilà, l'augmentation de l'apport lipidique va générer une meilleure synthèse de la progestérone et tranquillement, on remontera vers une libido qui nous était convenable selon notre propre prisme, pas selon celui de la copine, de la thérapeute, du gynéco, de la télé ou des vidéos Instagram. La progestérone, c'est aussi une hormone qui va agir sur le GABA. Le GABA, c'est l'hormone la plus cool de tout le cerveau. C'est celle qui nous permet vraiment, qui a une grosse action anxiolytique, antidépressive. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même une progestérone qui remonte tranquillement, mais sûrement après l'accouchement, pour avoir justement cette possibilité de se détendre. S'il y a un déficit en progestérone, il y aura de la fatigue. Il peut y avoir des fausses couches, par exemple, après un accouchement. Si on souhaite avoir une grossesse rapidement, s'il n'y a pas assez de progestérone, en fait, il y aura difficulté de nidation de l'embryon par manque d'épaisseur en dentelle de l'endomètre. Donc, l'idée, c'est vraiment, si on veut enchaîner les grossesses, c'est vraiment de bien préparer, on va dire, la première grossesse et le postpartum immédiat pour vraiment pouvoir relancer tout le système hormonal
et éviter les fausses couches. La progestérone, s'il y a un déficit, ça va faire chuter la glycémie, donc on est beaucoup plus fatigué. Ça va générer des sécheresses vaginales, des troubles de l'humeur, des maux de tête, des bouffées de chaleur et du coup des baisses de la libido. S'il y a un excès, c'est pareil. Ça va générer des maux de tête ou des migraines, des nausées, des vomissements, des hypersudations, des symptômes neurologiques avec des tremblements, des douleurs mammaires, des douleurs à la miction, des syndromes dépressifs. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un excès de progestérone. Un excès de progestérone peut se mettre en place sur un déficit d'œstrogène. S'il n'y a pas assez d'acide gras, le corps, il va choisir en fait. Il va faire soit l'un, soit l'autre. Mais il ne pourra pas faire les deux. Et s'il y a des acides gras de pas très bonne qualité, alors le corps, il va faire de la moins bonne qualité des deux côtés. Mais si à ce moment-là, il y a un microbiote, par exemple, qui est pas génial, eh ben, il va y avoir une baisse des oestrogènes et du coup une montée de la progestérone. L'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir et du bien-être et c'est l'hormone du lien et de la reconnaissance faciale. Donc, c'est une hormone qui est très, très intéressante en postpartum, tout simplement pour reconnaître son bébé, mais pour aussi que votre bébé puisse vous reconnaître. Parce que quand la maman va allaiter son bébé, par exemple, elle va libérer de l'ocytocine pour l'éjection du lait. Du coup, le lait est riche en ocytocine et donc l'enfant va être imprégné d'ocytocine de sa mère. Et donc à ce moment-là, il y a une reconnaissance faciale qui est plus facile pour le bébé, ce qui, pour les mamans qui n'allaitent pas, va se jouer sur les câlins, les bisous, le contact en peau à peau. Donc, pour les mamans qui sont non allaitantes par choix, par problématique, pour peu importe la raison, on s'en fiche, ça reste un allaitement en fait de son bébé par biberon ou par le sein, voilà. L'idée, c'est d'avoir son bébé le plus proche possible de soi et si possible d'être en contact de la peau pour qu'il y ait cet échange d'ocytocine, en fait, cette production d'ocytocine dans le cerveau de la maman et dans le cerveau du bébé. L'ocytocine, c'est une hormone qui va permettre l'éjection, mais la contraction aussi. Donc, c'est normal d'avoir des contractions utérines en postpartum immédiat lorsqu'on allaite. C'est des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs de tranchée. L'idée, c'est vraiment de baisser le système de contractibilité par apport d'oméga 3. Les oméga 3, vous avez donc les oméga 3 qui vont fabriquer des EPA et du DHA. Dans les EPA, avec les EPA, vous allez fabriquer des prostaglandines de type 3 qui, elles, vont limiter les contractions utérines. Donc, en fait, quand on prend des oméga 3 pendant l'allaitement ou en postpartum immédiat, on diminue la sensation de douleur des contractions utérines pour que l'utérus retrouve sa place petit à petit au moment du postpartum immédiat. Euh, la production d'ocytocine, elle est freinée par la morphine et augmentée par les extasies. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre de l'extasie en postpartum immédiat, hein, que les choses soient claires. L'antagoniste de l'ocytocine, c'est l'adrénaline, c'est les mêmes récepteurs. Donc, en gros, quelqu'un qui est très stressé va diminuer sa production d'ocytocine pour augmenter sa production d'adrénaline. On en revient toujours au même, en postpartum immédiat, tranquille. Vous éliminez tous les systèmes parasites de votre vie et vous vous mettez en espèce de petit cocon avec votre bébé, votre partenaire, les proches qui vous font du bien. Mais voilà, on élimine tous les systèmes parasites le plus possible et autant qu'on peut. La régulation de l'ocytocine se fait par voie neuro notamment. Et les cellules nerveuses, elles sont fabriquées avec des gaines de myéline. Et la gaine de myéline, c'est du gras. Du coup, encore une fois, il faut consommer du gras, mais du gras de qualité. Et la prolactine, donc elle est stimulée par les oestrogènes et elle entraîne le gonflement des seins avant les règles. Et c'est surtout l'hormone de la lactation. Donc c'est l'hormone de fin de grossesse et d'allaitement. Je vous ai fait un petit schéma. En gros, donc vous avez le cholestérol qui va donner de la prégnénolone. La prégnénolone, elle va donner du DHEA, de la progestérone. Et la progestérone donnera du cortisol, la DHEA donnera testostérone, une hormone dite testostéronémie, et des oestradiols, donc des oestrogènes. Donc vous voyez que si déjà de base le cholestérol est de mauvaise qualité, ça va impacter toute la chaîne hormonale jusqu'à la production testostérone, oestrogène et progestérone. L'idée, c'est de aller en amont
de tout ça, donc d'aller fabriquer du cholestérol de qualité pour que tout le reste de la chaîne, parce que à chaque petite transformation, il y a un système enzymatique. Donc, il y a déjà un système qui peut être altéré pour plein d'autres raisons. L'idée, c'est d'avoir un système de cholestérolémie qui est au top et qui est non oxydé pour fabriquer tout le reste de la chaîne. Les hormones, elles vont avoir des interactions entre elles. Donc, l'idée, c'est que les oestrogènes, les androgènes, par exemple, vont être opposés, les oestrogènes, la progestérone aussi, mais la progestérone va être modulatrice des androgènes. Donc, si œstrogène booste la progestérone, que la progestérone module les androgènes, on aura du coup plus de production œstrogénique. Donc l'idée, ça va vraiment être d'avoir un système hormonal. En fait, tout ça là, les activatrices, les inhibitrices et tout, c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, les oestrogènes, ils sont là, ils ont une action opposée aux androgènes, ils ont une action modulatrice avec la progestérone, ils vont avoir une action activatrice avec la prolactine et ils vont avoir une activation d'inhibition, enfin, ils vont avoir une ils vont être inhibiteurs de l'hormone T3, donc qui est une hormone de thyroïde. Euh, mais donc, c'est juste pour vous montrer que tous les systèmes hormonaux, en fait, vont avoir des interactions les uns avec les autres. Donc, on ne peut pas juste prendre des oméga 3 en se disant, c'est bon, je prends juste des oméga 3, tout mon système hormonal est de qualité. Non, c'est pour ça que je vous expliquais au début qu'il va falloir aussi réguler l'apport protéique, animal ou végétal. L'idée, c'est d'avoir le plus possible d'acides aminés pour fabriquer des protéines, pour fabriquer des hormones qui elles-mêmes vont avoir des actions les unes sur les autres sur les hormones stéroïdiennes qui, elles, vont permettre un retour de couche et un système postpartum beaucoup plus doux et beaucoup plus physiologique que ce qu'on peut connaître de nos jours avec les corps qui sont très fortement en inflammation. Et il faut savoir que en cas d'inflammation généralisée du corps, il y a une résistance à la progestérone qui se met en place et une hypersensibilité aux oestrogènes. Donc, en fait, on va augmenter les symptômes des syndromes prémenstruels et on va diminuer la possibilité de nidation des embryons. Donc, quand on récupère un système en postpartum, un système hormonal physiologique, l'idée, c'est que tous les systèmes soient équilibrés. L'hypersensibilité aux oestrogènes, ça va perturber le microbiote. Et donc, ça va perturber la liaison de la testostérone et des oestrogènes à leurs protéines de transport. Et du coup, ça va augmenter la saturation du foie parce que le foie va devoir détoxifier énormément. Et donc, quand il y a une inflammation, il va y avoir une hypersensibilité aux oestrogènes. Souvenez-vous, les oestrogènes, ils vont favoriser la lipogénèse. Donc, il va y avoir en gros le corps qui va stocker des cellules graisseuses pour pouvoir détoxifier ces oestrogènes libres parce que le foie sera saturé. Quand en postpartum immédiat, l'idée, c'est vraiment d'apporter une alimentation anti-inflammatoire. Et le premier truc de l'alimentation anti-inflammatoire, c'est les oméga 3. C'est vraiment le système qui va vous permettre de diminuer drastiquement l'inflammation par la production des prostaglandines de type 3 qui vont être anti, qui vont prévenir l'inflammation et par l'apport de DHA qui, lui, va fabriquer des résolvines qui vont résoudre les systèmes inflammatoires. Là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer que la fonction hormonale, elle n'a pas que un enjeu que sur le système hormonal propre. En fait, la fonction hormonale, elle aura une action sur la fonction métabolique, sur la fonction neuropsychique, sur les fonctions de détoxification des oestrogènes et de la qualité du microbiote, et donc sur le système immuno-inflammatoire. Et tous ces systèmes-là vont eux-mêmes avoir une action sur le système hormonal. Parce que si vous avez de l'inflammation, vous avez donc les perturbations hormonales, mais vous avez aussi une oxydation du système et donc une oxydation du cholestérol et donc une oxydation de tout le système hormonal. Une fois qu'on a bien vu le système hormonal en termes de lipides, il faut savoir que la synthèse du lait pour les femmes qui allaitent, elle va être fabriquée majoritairement à partir du gras. Les besoins lipidiques du bébé, c'est 50% de l'apport énergétique. Et donc, il y a un... Aujourd'hui, le ratio dans le lait, il est de 10 oméga 6 pour 1 oméga 3. C'est beaucoup trop élevé.
l'écart entre les deux est beaucoup trop important. Ça va favoriser, en fait, vous avez l'étude NAN que vous pouvez retrouver sur PubMed. Ça montre le lien entre un déficit en acide gras oméga 3 pendant la grossesse et une obésité infantile. Donc, en gros, s'il y a une carence d'oméga 3 pendant la grossesse, vous allez préprogrammer en fait les enfants à du surpoids ou une obésité à 8, 10, 15 ans plus tard. Donc, l'idée, c'est vraiment, et en plus, s'il y a une carence pendant la grossesse, vous avez une altération des productions hormonales et donc une altération du système hormonal en postpartum. L'idée, c'est vraiment d'apporter des oméga 3 tout le long de la grossesse et en postpartum immédiat pour fabriquer des hormones de qualité, fabriquer du lait de qualité et notamment le DHA, donc la fin de la chaîne des oméga 3. C'est capital pour le développement cérébral. En fait, ça va permettre le DHA, il va être stocké au troisième trimestre dans la graisse sous-cutanée du fœtus. Et donc, le nourrisson va utiliser cette graisse sous-cutanée dans les 2 premiers mois de vie pour se le relarguer tout seul, en gros, pour fabriquer son cerveau, ses rétines et son système nerveux. Donc, plus il y a d'apport d'oméga 3 et donc de DHA pendant la grossesse, et plus il y a d'apport de DHA en postpartum immédiat pour le bébé, plus ce sera intéressant pour son développement cérébral et rétinien et neuro. OK? Voilà. En fait, le système hormonal, c'est un peu complexe. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est le système hormonal, il est fabriqué à partir du gras et à partir des protéines. Si vous avez un équilibre acide-gras-protéines, ça se passera beaucoup mieux et ça se passera de façon beaucoup plus fluide. L'idée étant d'avoir un ratio oméga 6 oméga 3 qui va être avec un écart très, très petit. L'idéal, c'est 5 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, l'idée, c'est vraiment d'augmenter, comme notre alimentation occidentale est très chargée en oméga 6 et très chargée en acides gras trans, en acides gras saturés, l'idée, c'est d'augmenter l'apport d'oméga 3 pour réduire cet écart, en fait. C'est OK, bah, si on a 10 oméga 6, eh ben, l'idée, c'est d'avoir 7 oméga 3. Donc, plus on va augmenter notre apport d'oméga 3 dans notre alimentation et avec les compléments alimentaires, plus ce sera facile pour le corps d'avoir un système anti-inflammatoire et un système hormonal plus serein et donc des symptômes beaucoup plus apaisés. Ouais, merci beaucoup, Gwenaëlle, pour le résumé. Bon, voilà, on va pas avoir le temps de re-rentrer dans l'explication aussi de pourquoi ça a évolué dans ce sens et pourquoi on a aujourd'hui un si faible index oméga 3 et autant de déséquilibre oméga 6 3 pour l'ensemble de la population. Mais bah, sachez, bon, je pense que vous le connaissez aussi à force, on fait aussi des formations produits d'1 heure où on va détailler ce point-là. Mais effectivement, là, on a déjà bien vu, en tout cas dans le cadre du postpartum, en quoi les oméga 3 pouvaient fortement aider. Donc là, vu l'heure, je vais, si tu me permets, simplement présenter la gamme. Vas-y. Si tu veux juste passer la slide. Et puis après, on va faire les questions-réponses si vous en avez. Donc voilà, c'était bien cette gamme-là. Alors ça, c'est juste pour vous présenter l'ensemble de nos gammes, donc avec que des oméga 3 qui sont tous 100% naturels et tous fortement dosés en EPA et DHA. Et donc les gammes, en fait, ce qui va varier, ça va être la matière première et du coup le ratio EPA-DHA qu'on va avoir dans les différentes gammes. Pour chacune des gammes, vous avez une version liquide que vous pouvez prendre pure à la cuillère ou mélanger à de l'alimentation froide, ou une version capsule pour les personnes qui sont plus souvent en déplacement. Donc rapidement, vous avez la gamme totale. Donc ça, c'est du petit poisson gras, sardines, maquereaux, harengs, qui est plus fortement dosé en EPA. Donc celle-là, on va la recommander généralement plutôt pour le maintien de l'activité cardiovasculaire pour les sportifs et dans le cadre de la lutte contre l'inflammation. Mais ça concerne toutes les gammes. On a vu en détail pourquoi. Vous avez la gamme vegan qui apporte les mêmes oméga 3 EPA, DHA.
C'est une microalgue marine qui s'appelle le Schizochytrium sp, qui est naturellement hautement dosée en EPA DHA. Donc l'avantage là, c'est que vous n'avez pas d'impact sur l'écosystème marin et vous avez donc le même apport en oméga 3 qu'avec les huiles de poisson. Donc pour toutes les personnes qui ne consomment plus pas de poisson, ça va être intéressant, surtout qu'on n'aura pas là d'apport d'oméga 3 via l'alimentation. Vous avez la gamme Arctis qui est l'huile de foie de morue, donc là qui est particulièrement dosée en DHA aussi. Donc là, les deux gammes qui sont plus dosées en DHA, on va les recommander plus souvent dans le cadre de du maintien de la vision et de l'activité cérébrale. Et puis aussi à partir du troisième mois de grossesse. Et ensuite, vous avez la gamme Kids, qui est un mélange d'huile de poisson, de petits poissons gras et de foie de morue, où vous avez un équilibre pH-DHA et surtout, en fait, un goût qui va être adapté. Donc, pour les autres, vous êtes plutôt sur l'arôme naturel de citron. Et là, vous allez plutôt avoir, alors pour la version liquide, de l'arôme naturel d'orange. Et pour les versions pastilles gélifiées à mâcher, de l'arôme naturel de fraise et de citron, qui a beaucoup de succès auprès des enfants. Je m'arrête là. Il y aurait encore vraiment beaucoup de choses à dire. Souci. Rapidement, si jamais, comme ça vous laisse le temps encore de poser une ou l'autre question. Dans les slides qui suivent, vous mettez un code de réduction aussi dont vous pouvez profiter pendant une semaine qui vous permet d'avoir 20% de remise sur l'ensemble des gammes. Donc ça permet de faire son petit stock en oméga 3 ou de commencer sa cure si vous n'en faites pas encore une. Et puis là, j'espère qu'après ce webinaire, vous serez convaincu d'en consommer et d'en recommander. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu le 15 février. C'est encore sur la slide d'après. Donc, qui portera, lui, sur les oméga 3 et les troubles du neurodéveloppement. Voilà, encore une fois, comme je vous disais, on va vous envoyer le replay dans les jours qui suivent, au plus tard vendredi. Je vous invite aussi à regarder encore les replays sur les deux autres sujets qu'on avait fait avec Opia, donc sur la fertilité et le développement embryonnaire, parce qu'ils sont tout aussi passionnants et détaillés. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ben, je remercie Wenel pour la présentation. Je vous dis merci aussi à tous d'avoir pris le temps de regarder le webinaire de ce soir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions qui viennent dans les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci à toi.